Des larmes montèrent aux yeux de Yuzu lorsqu'elle le remercia, et tant que c'était pour elle, il ferait absolument tout. Il lui demanda simplement de l'appeler par son prénom, sans aucune marque de politesse. Sa fiancée était la seule autorisée à l'appeler ainsi. Reiya la serra tendrement dans ses bras, se demandant pourquoi il ne l'avait pas retrouvée plus tôt. Rejeté par sa propre famille, Yuzu avait souffert pendant tout ce temps, mais c'était aussi ce qui l'avait rendue si vulnérable. Il lui promit de la sortir de cette maison. S'il la couvrait d'affection et lui faisait sentir qu'elle était aimée, elle ne pourrait plus vivre sans lui. Il lui expliqua qu'il avait enquêté sur son passé. Puisque vivre avec ses parents ne lui apportait que de la souffrance, il proposa que ses grands-parents l'adoptent. Ils avaient déjà accepté cette idée. Après avoir appris tout ce qu'elle avait enduré, ses grands-parents étaient entrés dans une grande colère et avaient accepté de l'éloigner de ses parents. Mais Yuzu ne voulait pas être un fardeau pour eux. Reiya lui expliqua que ses grands-parents ne feraient que l'adopter officiellement, tandis qu'elle vivrait avec lui. Naturellement, il prendrait en charge toutes ses dépenses. Yuzu était sa fiancée. Comment pourrait-il accepter de la voir souffrir? Elle n'avait qu'à accepter son aide. Tout cela était arrivé si soudainement. Elle se demanda si elle pouvait vraiment compter autant sur lui. Elle appréciait sa proposition, mais ne pouvait pas prendre une décision immédiatement. Reiya comprit et lui dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin pour y réfléchir. Allongée sur son lit, Yuzu reçut un message de Kari lui disant qu'elle allait lui rapporter ses affaires. Yuzu occupa ses petites assistantes avec une émission sur sa tablette, puis s'éclipsa discrètement. En retrouvant sa sœur sur un pont, Kari lui fit clairement comprendre qu'elle ne lui pardonnerait jamais de l'avoir frappée. Elle ajouta que personne ne se souciait du fait qu'elle avait quitté la maison et affirma qu'elle n'y avait désormais plus sa place. Au lieu de lui rendre ses affaires, Kari les jeta dans la rivière en contrebas en disant d'un ton moqueur « Oh, ma main a glissé !» Puis elle éclata d'un rire sinistre avant de s'en aller. Sur le chemin du retour, Kari se demanda où Yuzu avait trouvé les nouveaux vêtements qu'elle portait. Même Yota avait remarqué que quelque chose avait changé chez elle. En récupérant ses affaires au bord de la rivière, Yuzu se mit à pleurer. Elle pensait que les paroles de sa sœur étaient vraies. Pourtant, au fond d'elle, elle continuait d'espérer, même si elle était persuadée que personne ne l'aimait. De retour chez Reiya, elle expliqua qu'elle était rentrée chez elle pour récupérer ses affaires. Elle eut du mal à parler à travers ses larmes et s'excusa. Mais Reiya se contenta de la serrer doucement dans ses bras en lui demandant ce qui n'allait pas, remarquant qu'elle était glacée. Elle le trouva si chaleureux et se demanda si elle avait vraiment le droit de rester auprès de lui. Lorsque la pluie de météores commença, tout le monde leva les yeux vers le ciel. Reirin ferma lentement les yeux et formula silencieusement un vœu. Mais pendant que toute l'attention était tournée vers le ciel, Keigetsu s'approcha discrètement derrière elle. Puis elle poussa Reirin du haut du pavillon. Au même instant, les lanternes voisines s'embrasèrent soudainement. D'épais nuages recouvrirent le ciel, transformant la magnifique pluie de météores en un spectacle qui ressemblait à un terrible présage. Et Keigetsu s'effondra brusquement. Lorsque Reirin rouvrit les yeux, elle ne se trouvait pas blessée au pied du pavillon. Elle était enfermée dans une cellule de prison. Tosezu s'approcha des barreaux et promit d'une voix glaciale que Keigetsu paierait de sa vie pour avoir fait du mal à Reirin. Déconcertée, Reirin baissa les yeux vers une flaque d'eau au sol et resta figée. Le visage qu'elle vit se refléter dans l'eau n'était pas le sien. D'une manière inexplicable, lorsque Keigetsu l'avait poussée du pavillon, leurs corps avaient été échangés. Reirin tenta immédiatement d'expliquer la vérité. Mais au moment où elle essaya de dire qu'elle était en réalité Ko-Reirin, une force inconnue s'empara de sa voix et l'empêcha de prononcer ces mots. Désespérée de prouver son identité autrement, elle révéla des détails personnels que seule Reirin était censée connaître. Elle parla de l'amour de Tosezu pour les sucreries, en particulier les gâteaux de lune fourrés aux haricots d'Espagne rouge. Son poisson préféré était le chinchard. Elle avait également un petit frère du même âge que Reirin. Mais rien de tout cela ne parvint à la convaincre. Tosezu ordonna à celle qu'elle croyait être Keigetsu de se taire, la traitant de méchante au cœur profondément corrompu. Elle expliqua qu'elle savait déjà que le journal intime de Reirin avait été volé quelques jours plus tôt. Keigetsu avait donc très bien pu apprendre tous ces détails en le lisant. Il n'y avait qu'un seul problème. Reirin n'avait jamais tenu de journal intime.
Selon Tosetsu, le corps de Reirin avait été retrouvé couvert de contusions et souffrant d'une terrible fièvre. Prisonnière de cauchemar, elle avait avoué que son journal intime lui avait récemment été dérobé. Elle craignait que les informations qu'il contenait puissent être utilisées contre elle, même si cette possibilité lui semblait peu probable à l'époque. À présent, Tosetsu était convaincue que cette crainte était devenue réalité. Folle de rage, elle accusa Keigetsu d'avoir volé les souvenirs de Reirin et d'imiter sa façon d'être. Aux yeux de Tosetsu, la véritable Reirin était belle, intelligente, bienveillante et aussi pure qu'une jeune fille céleste descendue des cieux. En s'entendant être couverte d'éloges avec autant de passion, Reirin ne put s'empêcher de se sentir légèrement embarrassée. Mais Tosetsu ne voyait que le visage rougissant de Keigetsu, ce qui lui donna l'impression que le « rat des égouts » de la cour se moquait de sa maîtresse adorée. La loyauté de Tosetsu était si absolue qu'elle était incapable de reconnaître la personne même qu'elle voulait protéger, alors que Reirin se tenait juste devant elle. Conformément aux lois de la cour intérieure, Keigetsu allait désormais subir le jugement du lion. Elle serait enfermée dans une cage avec un lion affamé. Si elle survivait, les cieux l'auraient déclarée innocente. Si elle était dévorée, cela prouverait sa culpabilité. En tant que victime, Reirin était censée présider ce jugement. Cependant, la Reirin qui se remettait actuellement au lit avait apparemment déclaré que la vue du sang sale éclaboussant partout serait trop désagréable à supporter. Avant de partir, Tosetsu déposa une pilule empoisonnée dans la cellule. Elle affirma qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde offert par Reirin elle-même. Keigetsu devait réfléchir à ses crimes et mettre fin à ses jours avant que la bougie voisine ne se consume entièrement. Dès que Tosetsu disparut, un rire sinistre résonna dans le cachot. La véritable voix de Keigetsu entoura Reirin, lui disant avec jubilation que c'était exactement ce qu'elle méritait. Le cachot de la cour des demoiselles était infesté de rats et d'insectes, et l'on disait que des femmes ordinaires pouvaient y perdre la raison après seulement quelques heures. Keigetsu l'encouragea à avaler le poison avant que l'obscurité et les pas qui approchaient ne finissent par lui faire perdre l'esprit. La flamme de la bougie grandit et prit une brillante couleur rouge. À l'intérieur de cette flamme apparut l'image de Keigetsu. Le clan Shu était connu comme le clan des enfants du feu, mais Keigetsu possédait un don particulièrement puissant. En contrôlant une flamme, elle pouvait y projeter son image, et grâce à une magie interdite, elle était parvenue à échanger son corps avec celui de Reirin. À présent, Reirin était prisonnière du corps de la méchante qui avait tenté de la tuer. Keigetsu affirma n'avoir fait que ce qui était nécessaire pour rendre leur vie plus équitable. Depuis sa naissance, Reirin avait été bénie par le destin, tandis que Keigetsu, elle, n'avait rien reçu. Reirin était la nièce de l'impératrice, la femme la plus puissante de la cour intérieure. Elle bénéficiait de l'affection du prince héritier, et toutes les dames de la cour semblaient l'adorer. Keigetsu avait été placée sous la protection de la noble consort Shu, une femme bienveillante mais dépourvue de toute influence politique. Elle était entourée de dames de cour malveillantes et son apparence n'attirait pas l'attention du prince héritier. Tandis que Reirin était protégée et aimée de tous, Keigetsu avait passé toute sa vie à être méprisée, ignorée et traitée avec dédain. Incapable de supporter cette situation plus longtemps, Keigetsu décida que Reirin devait connaître la véritable souffrance. Elle lança une malédiction sur son propre corps, empêchant Reirin de révéler quoi que ce soit concernant l'échange de leur corps. Elle inventa également l'histoire du journal intime volé, s'assurant ainsi que même les plus fidèles serviteurs de Reirin rejetteraient tout ce qu'elle pourrait dire. Il n'existait désormais aucun moyen pour Reirin de prouver sa véritable identité. Malgré le fait qu'elle ait volé la vie dont elle avait toujours rêvé, Keigetsu trouva encore un motif de mécontentement. Le corps de Reirin était bien trop fragile. Elle pouvait à peine respirer correctement sans être rapidement épuisée. Par réflexe, Reirin lui conseilla de s'allonger et de se reposer. Mais Keigetsu l'interrompit aussitôt. Elle n'avait aucune intention de lui rendre l'appareil. De toute façon, Reirin allait bientôt mourir. Même ceux qui se suicidaient avant le jugement du lion étaient traînés jusqu'au lieu du rituel. La foule lançait des pierres sur leurs cadavres tout en les couvrant de moqueries et d'insultes. Keigetsu voulait que les derniers instants de Reirin soient aussi humiliants et misérables que possible. Après avoir prononcé ces paroles, elle disparut dans la flamme. Reirin n'avait jamais été confrontée à la magie interdite auparavant,
et ignorait même que quelqu'un pouvait l'utiliser. Plus que tout, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter une haine aussi profonde. Mais lorsqu'elle porta la main à son front, Rayrin remarqua quelque chose d'inattendu. Elle n'avait plus de fièvre. Ses genoux ne tremblaient plus. Ses bras ne s'engourdissaient plus. Sa respiration était régulière. Son pouls était proche de 60 battements par minute. Pour la première fois depuis des années, son corps était parfaitement en bonne santé, et Rayrin en fut folle de joie. Toute sa vie avait été dominée par la maladie. Il lui suffisait de baisser sa garde un seul instant pour être prise de fièvre et perdre connaissance. Au fil des années, Rayrin avait expérimenté différentes herbes médicinales, testé de nombreux mélanges et entraîné son corps afin de pouvoir se rétablir avant que ses symptômes ne deviennent trop graves. Mais le corps de Keigetsu était naturellement bien plus robuste et en meilleure santé que celui de Rayrin ne l'avait jamais été. Peut-être que cet échange de corps n'était finalement pas si terrible. Lorsque les rats sortirent de l'obscurité, Rayrin les salua joyeusement comme de vieux amis. Les rats l'avaient aidé dans bon nombre de ses expériences sur les plantes médicinales, si bien qu'elle se sentait étrangement à l'aise en leur présence. Puis un cloporte traversa le sol. Les yeux de Rayrin s'illuminèrent aussitôt. Elle venait même de trouver un repas pour ses nouveaux compagnons. Keigetsu lui avait ordonné de passer ses dernières heures entourée de rats et terrorisée par les pas de la mort qui approchaient. Mais pour Rayrin, passer du temps avec les rats était de loin la partie la plus facile. Pendant ce temps, Shin-U montait la garde devant la cage du lion. Il pensait en secret qu'une simple exécution aurait été bien plus appropriée que ce jugement du lion. Peu après, le prince héritier Gyomei arriva afin de commencer le rituel. Avant que la prisonnière ne soit amenée devant lui, il demanda si quelqu'un éprouvait suffisamment de compassion pour Keigetsu afin de nourrir le lion et d'apaiser sa faim. La noble consort Gabi refusa d'intervenir. Si Keigetsu était innocente, alors le lion ne la dévorerait pas. Mais si elle avait réellement commis un crime aussi odieux, alors elle n'avait plus aucun lien avec le clan Shu. Cette décision prise, le prince héritier ordonna que Keigetsu soit amené devant eux. Alors que Rayrin s'avançait vers la cage, les dames de la cour murmuraient qu'elle ne tarderait pas à supplier qu'on lui épargne la vie. Elle s'inclina calmement devant Gyomei. Celui-ci l'accusa d'avoir poussé sa précieuse Papillon, la pure Ko-Rayrin, une femme comparable à une jeune fille céleste descendue de la 7e pagode. Personne n'avait assisté au moment précis où Rayrin avait été poussée. Mais au vu de tout ce qui s'était passé avant et après l'incident, la culpabilité de Keigetsu semblait évidente. Rayrin, toujours profondément désemparée, tenta de tout avouer. Une fois encore, elle essaya de révéler sa véritable identité, mais la malédiction l'empêcha de prononcer le moindre mot ayant un sens. Gyomei lui accorda une dernière chance. S'il lui suffisait de baisser la tête et de présenter ses excuses, il remplacerait le jugement du lion par une exécution rapide d'un coup porté droit au cœur. Rayrin s'inclina et le supplia de l'écouter. On disait qu'il serait un futur souverain sage, et surtout, il était son cher cousin. Mais entendre cette appellation familière sortir de la bouche de Keigetsu ne fit qu'attiser sa colère. Gyomei la fit taire en déclarant que, sous le ciel comme sur la terre, une seule personne était autorisée à l'appeler ainsi, Rayrin. Il était persuadé que Keigetsu imitait délibérément sa victime et la traita de méchante sans aucune honte. Prise au dépourvu, Rayrin acquiesça sans même se rendre compte de ce qu'elle semblait admettre. Elle fut alors enfermée dans la cage avec le lion affamé. Pourtant, elle ne semblait pas effrayée. Shin-U lui demanda si elle n'avait vraiment pas peur de mourir. Rayrin répondit qu'elle avait vécu au bord de la mort pendant presque toute son existence. Tant qu'elle n'était pas morte, c'est qu'elle était encore en vie. Tant que le lion ne l'avait pas mordue, c'est qu'elle n'avait pas encore été mordue. Il n'y avait donc aucune raison de gaspiller ses forces à redouter une douleur qui n'était pas encore arrivée. Mais le lion n'attaqua pas. À mesure que les instants passaient, les spectateurs commencèrent à se demander si Keigetsu n'était finalement pas innocente. Après tout, personne ne l'avait vue pousser Rayrin. Agacé, Gyomei ordonna à Shin-U de provoquer l'animal. Shin-U l'avertit qu'intervenir compromettrait l'impartialité du jugement. Mais le prince héritier répéta son ordre. En tant que capitaine des yeux de l'aigle, Shin-U n'avait d'autre choix que d'obéir. Il piqua le lion avec son épée. Fou de rage, le fauve se précipita immédiatement sur Rayrin.
Elle parvint à esquiver sa première attaque et tenta de l'apaiser. Mais le lion se retourna et bondit de nouveau. Cette fois, il semblait impossible d'échapper à l'attaque. Soudain, le lion s'effondra. Il se débattit péniblement, incapable de bouger correctement. Sheinu comprit aussitôt qu'il avait été empoisonné. Il exigea de savoir si Reirin en était responsable. Elle répondit qu'il s'agissait d'un regrettable accident. Jusqu'au moment où elle avait quitté le cachot, Reirin jouait avec les rats. L'un d'eux avait accidentellement avalé une partie du poison contenu dans la pilule que Tosezu lui avait donnée. Souhaitant offrir des funérailles convenables à cette pauvre petite créature, Reirin avait caché le rat mort ainsi que le reste du poison dans la manche de son vêtement. Elle ne s'était jamais attendue à ce que le lion, en se jetant sur elle, l'avale d'un seul coup. Elle présenta alors ses plus sincères excuses du fond du cœur. Sheinu se tourna alors vers le prince héritier et déclara que le jugement du lion s'était achevé avec succès. La règle était simple. Si le lion dévorait l'accusée, elle était coupable. S'il ne la mangeait pas, elle était innocente. Par conséquent, selon cet ancien rituel, l'innocence de Keigetsu avait été prouvée. Gyomei accepta le verdict à contre-cœur et lui permit de rester à la cour des demoiselles. Cependant, il précisa qu'il ne lui avait toujours pas pardonné d'avoir insulté Reirin. Si Keigetsu se moquait de nouveau d'elle, adoptait un comportement suspect ou tentait de prendre sa place, Gyomei lui trancherait personnellement la tête. À ses yeux, elle demeurait une véritable méchante. Elle devait se comporter comme une personne consciente de son rang inférieur. Incapable de se défendre sans déclencher la malédiction, Reirin accepta calmement son avertissement. « Bien que je sois une méchante maladroite, je me comporterai d'une manière digne de celle que je suis. » Le jugement du lion étant terminé, tout le monde commença à quitter le lieu du rituel. Reirin resta en arrière, s'encourageant silencieusement à se concentrer sur ce qu'elle pouvait encore accomplir. Sa priorité était désormais de trouver un remède pour soigner le lion empoisonné. Avant qu'elle ne puisse partir, Sheinu s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait toujours été ce genre de personne. Bien entendu, Reirin ne pouvait pas expliquer pourquoi Keigetsu semblait soudainement si différente. À la place, elle lui répondit qu'elle n'était plus la personne qu'elle avait été autrefois. Sheinu finit par s'éloigner, mais ses soupçons demeurèrent. Peu après, Riri arriva pour accompagner Keigetsu, désormais reconnue innocente, jusqu'à la cour des demoiselles. Ainsi, Reirin avait survécu à une exécution destinée à la faire disparaître. Mais échapper à la cage du lion n'était que le début. Elle restait prisonnière du corps de la femme la plus détestée de toute la cour intérieure, incapable de révéler sa véritable identité. Pendant ce temps, Keigetsu profitait de la vie, du statut et du prince héritier qui appartenait autrefois à Reirin. Pire encore, Sheinu avait déjà remarqué que quelque chose avait complètement changé chez cette prétendue méchante. Désormais, Reirin devait survivre dans une cour remplie d'ennemis, protéger son véritable corps devenu extrêmement fragile et trouver un moyen de révéler la vérité avant que Keigetsu ne détruise tout ce qui lui est cher. Mais, tandis que Reirin commençait à apprécier son nouveau corps, enfin en parfaite santé, une question demeurait. Souhaiterait-elle seulement retrouver son ancienne vie? Sur les ordres de la noble consort Gabi, Lily escorta Reirin jusqu'à sa nouvelle résidence. Lily avait servi Keigetsu durant l'année écoulée, ce qui faisait d'elle une personne à la fois précieuse et dangereuse. Si quelqu'un était capable de remarquer que la femme occupant désormais le corps de Keigetsu avait changé, c'était bien elle. Le clan Shu était l'un des 5 grands clans représentant le royaume d'Ei. Il gouvernait les territoires du sud, vénérait le feu et était réputé pour les cheveux rouges flamboyants et les yeux ambrés de ses membres. En arrivant au palais du clan Shu, Reirin demanda à saluer la noble consort Gabi. Au sein du palais intérieur, une consort et sa suivante étaient censées entretenir une relation semblable à celle d'une mère et de sa fille. Lily refusa. Elle avait reçu l'ordre de maintenir Keigetsu à l'écart de la noble consort et de la garder sous surveillance. Reirin trouvait l'attitude de Gabi difficile à comprendre. Si elle-même avait été accusée de tentative de meurtre, sa tante, l'impératrice, aurait au moins pris le temps d'écouter sa version des faits. Bien sûr, si Reirin avait réellement été coupable, sa tante lui aurait probablement tranché la tête de ses propres mains. Mais elle l'aurait tout de même laissé s'expliquer auparavant.
Peut-être que la noble consort Gabi était simplement une femme au cœur froid. Pourtant, cette idée ne semblait pas correspondre à sa réputation. Gabi était connue pour témoigner de l'affection même aux plus petits insectes. Ririn ne pouvait pas croire qu'elle abandonnerait sans raison une jeune fille placée sous sa protection. Alors qu'elles poursuivaient leur chemin dans le palais, les serviteurs qu'elles croisaient les traitaient ouvertement, Lily et elle, de deux rats. Au palais Keo, tout le monde avait toujours accueilli Ririn avec le sourire et des paroles bienveillantes. Être insultée partout où elle allait était une expérience totalement nouvelle. Étrangement, cela ne lui déplaisait pas. Ririn avait passé toute sa vie entourée de serviteurs qui s'inquiétaient dès qu'elle faisait quelques pas sans se reposer. Maintenant qu'elle possédait un corps en parfaite santé, elle pourrait peut-être enfin réaliser son plus grand rêve, devenir autonome. Malheureusement, son nouveau logement rendait ce rêve un peu plus difficile à atteindre que prévu. À l'extrémité la plus éloignée du domaine du clan Shu, se dressait un bâtiment en ruine qui servait autrefois de réserve. L'endroit était envahi par la poussière, les insectes, les moisissures et les traces de longues années d'abandon. Le domaine du clan Ran se trouvait juste de l'autre côté de la route. Autrement dit, on ne pouvait pas être envoyé plus loin du centre du palais Shu. Keigetsu n'avait pas simplement été déplacée, elle avait été exilée. Lily frappa avec colère l'encadrement pourri de la porte. Parce que Keigetsu avait tenté de tuer Ririn, elles avaient toutes les deux été reléguées dans cet endroit misérable. Obliger Lily à continuer de servir sa maîtresse revenait pratiquement à la condamner. Et Riri n'éprouvait pas la moindre compassion envers la femme responsable de cette situation. Depuis un an, Keigetsu ne cessait d'insulter les origines de Lily, la traitant de vulgaire fille de danseuse. À en juger par ses cheveux rouges, ses yeux ambrés et son accent caractéristique des faubourgs, Ririn devina qu'un membre du clan Shu était autrefois tombé amoureux d'une danseuse immigrée. C'était probablement à cause de ses origines que Lily avait reçu une tenue écarlate délavée, le rang le plus bas accordé aux dames de compagnie personnelle. Lily possédait toujours une chambre dans une autre partie du domaine. Elle ordonna donc à Ririn de nettoyer seule le bâtiment et de faire toute la lessive. Aucune des servantes que Keigetsu avait maltraitées ne viendrait lui prêter main forte. De plus, la noble consort Gabi lui avait interdit d'assister au festival des fantômes, prévu dans 7 jours. Lihil était persuadée que Keigetsu finirait par s'effondrer. Pourtant, Ririn observa les lieux comme si elle venait d'hériter d'un véritable palais. De l'herbe s'étendait à perte de vue. La terre sous ses pieds était particulièrement fertile, et surtout, personne n'était là pour l'empêcher de faire ce qu'elle voulait. Elle pourrait cultiver des plantes médicinales, mener toutes sortes d'expériences, dormir quand bon lui semblerait et faire autant de bruit qu'elle le souhaiterait. Aux yeux de Ririn, cette vieille réserve en ruine n'était pas une punition. C'était la liberté. Toute sa vie, sa santé fragile, avait poussé son entourage à la traiter comme si elle risquait de se briser au moindre choc. Mais le clan Ku était le gardien de la terre. Sa tante lui avait toujours enseigné que les membres de leur clan devaient être fiers de pouvoir compter sur leurs propres forces et de surmonter les épreuves. À présent que Ririn possédait enfin un corps robuste, elle comptait bien mettre cet enseignement en pratique. Pendant que Ririn commençait à transformer cette propriété abandonnée, le prince héritier Gyumei envoya Shinu prendre de ses nouvelles. Il voulait s'assurer que Keigetsu ne pourrait plus jamais faire de mal à Ririn. Même Shinu fut surpris en découvrant l'endroit où elle avait été exilée. En revanche, Bunku estimait qu'elle ne méritait rien de mieux. Il s'attendait à trouver Keigetsu caché à l'intérieur, en train de pleurer sur son triste sort. À la place, ils la découvrirent en train d'arracher les mauvaises herbes avec enthousiasme. Ririn accourut vers eux et leur expliqua qu'elle préparait le terrain afin de pouvoir vivre plus confortablement. Lorsque Shinu lui demanda où se trouvait sa dame de compagnie, elle répondit que Lily était sortie faire une course. Ririn aurait volontiers proposé du thé à ses visiteurs. Malheureusement, elle ne possédait ni thé ni pièces convenables pour les recevoir. Plutôt que de les faire patienter inutilement, elle retourna joyeusement à son travail. Avant qu'elle ne s'éloigne, Shinu lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Bunku se prépara immédiatement à entendre une requête extravagante. Keigetsu avait perdu sa luxueuse résidence, ses serviteurs
et presque tous les privilèges dont elle bénéficiait autrefois. Il était persuadé qu'elle allait demander un objet coûteux. Rérine demanda simplement un peu de sel. Elle avait déjà recueilli de l'eau de pluie et trouvé plusieurs pommes de terre. Mais même elle ne pouvait pas produire du sel en une seule journée. Alors que Shinu et Bunku s'éloignaient, Bunku posa enfin la question qui leur trottait à tous les deux dans la tête. Était-ce vraiment Keigetsu? Shinu se rappela alors ce qu'elle lui avait dit après le jugement du lion. Elle avait affirmé qu'elle n'était plus la personne qu'elle avait été autrefois. Peut-être que son séjour au cachot l'avait réellement amenée à se repentir. Mais un changement aussi radical semblait presque impossible à croire. Pendant ce temps, Lily découvrait à quel point le palais Shu les avait complètement abandonnés. Elle supplia le cuisinier du palais de lui donner suffisamment de nourriture pour permettre à Keigetsu et à elle-même de survivre. Le cuisinier refusa catégoriquement. Selon lui, il n'y avait rien pour une demoiselle déchue et la fille d'une danseuse. Si Lily rentrait les mains vides, elle mourrait de faim aux côtés de la femme qu'elle détestait. Comme le clan Shu refusait de leur venir en aide, il ne lui restait plus qu'une seule possibilité. Aller implorer l'aide d'un autre palais. C'est alors qu'une dame de cour, vêtue d'une robe de soie ivoire, s'approcha d'elle. Cette femme servait Kinseika, la sage demoiselle du clan Qin. Elle affirma que Seika éprouvait de la compassion pour Lily et qu'elle était prête à l'accueillir parmi ses dames de cour. Si Lily acceptait certaines conditions, elle recevrait même une tenue en hermine argentée. Il s'agissait de l'uniforme réservé aux servantes de rang intermédiaire du clan Qin. Pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à être méprisé à cause de ses origines, c'était une offre exceptionnelle. Mais cette proposition avait un prix. Lily devrait faire subir des mauvais traitements à Keigetsu. Rarin était le papillon favori du prince héritier Gyumei. Quiconque souhaitait gagner ses faveurs n'avait qu'à proclamer son soutien à Rarin et punir la femme accusée de lui avoir fait du mal. Le clan Qin contrôlait le cœur de l'économie du royaume. Et Kinseika possédait un instinct de commerçante hors pair. En faisant souffrir Keigetsu, le clan pourrait se présenter comme le plus fidèle allié de Rarin. Tandis que Seika cherchait à s'imposer comme la future demoiselle secondaire, Lily avertit qu'un châtiment excessif risquait d'attirer l'attention de Shinu et des yeux de l'aigle. La dame de cour du clan Qin, Geiyu, se contenta de rire. À partir du lendemain, Lily devrait la retrouver chaque jour à la même heure pour lui rapporter tout ce que faisait Keigetsu. Chaque renseignement utile et chaque acte de cruauté serait récompensé. Lorsque Lily hésita à accepter l'épingle à cheveux en argent, symbolisant leur accord, Geiyu lui lança un sac de riz. L'épingle y était toujours dissimulée. Elle lui promit également de lui donner 2 fois plus de nourriture le lendemain. Finalement, Lily accepta. Après tout ce que Keigetsu lui avait fait subir, peut-être que ce n'était pas une trahison. Peut-être était-ce simplement la justice. En se dépêchant de retourner vers l'ancienne réserve abandonnée, Lily s'imaginait déjà retrouver Keigetsu entouré d'insectes, en larmes et complètement désespérée. Elle se souvenait encore du jour où Keigetsu l'avait forcée à passer tout un hiver dans le jardin, uniquement parce qu'elle n'aimait pas le regard de ses yeux. Si Keigetsu s'agenouillait, le visage contre le sol, en la suppliant de lui pardonner, Lily accepterait peut-être de lui accorder une seule bouchée de riz. Ensuite, elle lui ferait payer tout ce qu'elle avait enduré. Mais lorsqu'elle arriva, elle ne trouva pas une femme anéantie par le désespoir. Elle trouva une ferme. Rérine avait arraché les mauvaises herbes, préparé la terre et commencé à trier les plantes disséminées un peu partout sur le terrain. Elle accueillit chaleureusement Lily et lui annonça avec enthousiasme qu'elle venait de terminer de faire frire des pommes de terre et de faire revenir de la moutarde sauvage. Lily contempla le terrain complètement transformé avec stupéfaction. Keigetsu avait-elle utilisé une magie interdite? Rérine la rassura immédiatement. Elle n'avait rien fait de tel. Elle avait simplement découvert que les aliments abandonnés dans l'ancienne réserve avaient germé. Comme elle se trouvait à proximité du territoire du clan Ran, dont les membres servaient de l'élément du bois, Rérine pensait que le sol était imprégné de chi, favorisant la croissance des plantes. Lily l'avertit que cette zone était surtout réputée pour produire d'horribles insectes et des champignons dangereux. Cette remarque ne fit qu'enthousiasmer davantage Rérine. Elle lui montra fièrement du riz sauvage atteint de gales du riz
et se réjouit d'avoir enfin l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris dans les livres. Là où les autres ne voyaient que quelque chose de répugnant, Rayrin voyait de la nourriture, des remèdes et d'innombrables possibilités. À l'intérieur du bâtiment, elle servit à Lily une assiette de pommes de terre fraîchement préparées. Chinou leur avait fourni du sel et de l'huile. C'était une véritable chance, car le plan de secours de Rayrin consistait à utiliser ses propres larmes comme assaisonnement. Après avoir goûté le repas, Lily ne parvint plus à cacher son trouble. Ce n'était plus la Keigetsu qu'elle connaissait. Elle exigea de savoir ce qu'elle préparait réellement et lui ordonna de révéler le complot qu'elle dissimulait. Rayrin répondit avec autant de sincérité que la malédiction le lui permettait. Depuis le festival du double 7, elle était devenue une personne totalement différente. Pour le moment, c'était tout ce qu'elle pouvait révéler avec sa propre bouche. Lily baissa les yeux vers le repas que Keigetsu avait préparé spécialement pour elle. Quelques heures plus tôt encore, elle avait accepté une récompense en échange de la souffrance de cette femme. À présent, pour la première fois, elle se demanda si elle serait réellement capable de lui faire du mal. Tandis que la détermination de Lily commençait peu à peu à vaciller, Keigetsu profitait pleinement de la vie qu'elle avait dérobée. Toujours prisonnière du corps fragile de Rayrin, elle savourait toute l'attention que lui accordèrent les autres dames de compagnie. Chaque fois qu'elle lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, elle leur répondait avec un doux sourire que tout allait bien. C'était exactement la vie dont elle avait toujours rêvé. Si même une simple rate des égouts pouvait être aimée à ce point, alors peut-être pourrait-elle réellement devenir un élégant papillon. Jusqu'à récemment, une telle existence lui paraissait pourtant impossible. Keigetsu était une jeune fille originaire de la campagne, dotée d'un certain talent pour la magie interdite. Son père était un sorcier déchu, tandis que sa mère occupait l'un des rangs les plus modestes du clan Shu. Lorsque leurs dettes devinrent insurmontables, ils mirent tous deux fin à leur jour. Keigetsu fut alors contrainte de devenir servante. Puis, lors d'une visite au domaine familial, la noble consort Gabi la remarqua et la choisit de façon totalement inattendue pour devenir la demoiselle du clan Shu. Cependant, Keigetsu ne possédait ni la formation, ni les aptitudes naturelles nécessaires pour vivre au sein du palais intérieur. Elle était convaincue que Gabi l'avait choisie uniquement par pitié, et à partir de ce jour-là, tout commença à mal tourner. Les servantes d'Eon se moquèrent d'elle. Les autres demoiselles la ridiculisaient. Même la noble consort Gabi ne pouvait guère faire autre chose que l'observer avec inquiétude. Puis il y avait Rayrin, belle, intelligente, élégante et apparemment parfaite sans le moindre effort. Keigetsu la détestait si profondément que le simple fait de penser à elle lui donnait la nausée. Elle la rendait responsable de toutes les humiliations qu'elle avait subies et se jura de lui voler Yum. Peu après, le prince héritier vint rendre visite à Rayrin et s'excusa de l'avoir effrayée lors du jugement du lion. Keigetsu s'appuya tendrement contre son épaule et prétendit qu'elle souffrait à l'idée de lui avoir causé tant d'inquiétude. Yum remarqua qu'elle se montrait bien plus affectueuse que d'habitude. Mais Keigetsu était bien trop ravie pour s'en soucier. Elle commençait même à se réjouir que la véritable Rayrin ait survécu. Si jamais l'échange de leurs corps venait à être découvert, elle pourrait toujours utiliser Rayrin comme otage. Après tout, Keigetsu était la seule personne capable de leur rendre leur corps d'origine. Persuadée d'avoir définitivement remporté la partie, Keigetsu retourna se coucher en se plaignant de la santé si fragile de Rayrin. C'est alors que Tousetsu arriva en apportant les supports d'entraînement de Rayrin. Sa fièvre avait duré 2 jours, ce qui signifiait, semble-t-il, qu'il était temps de reprendre son programme habituel. Keigetsu avait le choix entre plusieurs tâches: broder toute la nuit, recopier 100 sutras à la main, s'entraîner à la danse, étudier la musique ou encore suivre un entraînement d'endurance. Ce n'étaient pas des punitions, c'était tout simplement le programme quotidien de Rayrin. Tousetsu annonça fièrement qu'elle accompagnerait sa maîtresse durant toute la nuit. Même l'impératrice s'était impliquée dans son éducation. Keigetsu en resta sans voix. Après avoir enchaîné les excuses, elle parvint finalement à les convaincre d'alléger un peu son emploi du temps. Elle s'était toujours imaginé que Rayrin passait ses journées à être admirée sans avoir le moindre effort à fournir. Mais elle commençait désormais à comprendre la réalité. Si tout le monde la protégeait avec autant d'attention,
C'était parce que Rerin poussait constamment son corps fragile jusqu'à ses dernières limites. Keigetsu avait volé une vie parfaite. Pourtant, elle n'était plus certaine de pouvoir y survivre. Cette nuit-là, Lily retourna au palais Shu dans l'espoir de dormir dans sa chambre. À la place, les servantes la rejetèrent sous la pluie en déclarant qu'il n'y avait plus de place pour un rat. Humiliée et désespérée, Lily repensa à la proposition de Gayu. Si trahir Keigetsu était le seul moyen d'échapper à cette existence, alors elle ferait tout ce qu'il faudrait. N'ayant plus aucun endroit où aller, elle retourna dans l'ancienne réserve abandonnée et s'allongea près de Rerin. Mais pendant son sommeil, toute la colère et toute la souffrance qu'elle avait enfouie finirent par refaire surface. Lily se mit à pleurer, et la femme qu'elle avait accepté de trahir fut la seule à remarquer sa détresse. Lily avait déjà accepté une récompense pour faire souffrir Keigetsu. Pourtant, la seule personne qui lui témoignait désormais de la gentillesse était précisément celle qu'elle était censée détruire. Pendant ce temps, Rerin transformait son exil en véritable paradis. À l'inverse, Keigetsu découvrait que la vie parfaite qu'elle avait dérobée était peut-être encore plus éprouvante que celle qu'elle avait abandonnée. Alors, laquelle des deux craquera la première? Et combien de temps faudra-t-il à Shinu pour comprendre que la femme vivant dans le corps de Keigetsu est en réalité une toute autre personne? Abonnez-vous et restez à l'écoute, car cet échange de corps est sur le point de bouleverser tout le palais des demoiselles. En attendant, regardez cette prochaine vidéo. 4 jours après s'être retrouvée piégée dans le corps de la méchante la plus détestée de la cour, Rerin ne cherchait plus désespérément un moyen de retrouver son propre corps. Elle essayait plutôt de se sculpter des abdominaux. Le temps matinal était idéal pour cultiver la terre, et Rerin ne s'était jamais sentie aussi heureuse. Des légumes et des plantes médicinales poussaient en abondance tout autour du garde-manger abandonné. Et, peu importe le temps qu'elle passait à travailler, son nouveau corps refusait de s'effondrer de fatigue. Elle pouvait cultiver du lever au coucher du soleil, entraîner ses longs membres et même veiller tard dans la nuit sans attraper de fièvre ni inquiéter qui que ce soit. Après avoir passé toute sa vie à souffrir d'un épuisement physique constant, Rerin était folle de joie de sentir enfin ses muscles se renforcer. Malheureusement, il lui serait impossible d'obtenir des abdominaux bien dessinés avant le festival des fantômes. La cérémonie n'aurait lieu que dans 3 jours, et toutes les jeunes filles désignées devraient obligatoirement y assister. Cela signifiait que Rerin reverrait enfin Keigetsu, ainsi que son propre corps qui lui avait été volé. Depuis leur conversation dans le donjon, Keigetsu ne l'avait plus contactée. Rerin ignorait ce qu'elle préparait, mais elle savait qu'il lui serait impossible de l'éviter éternellement. Ce que Rerin ignorait, en revanche, c'est que quelqu'un d'autre préparait déjà un plan afin qu'elle n'atteigne jamais le festival. Lily interrompit ses pensées en lui demandant ce qu'elle marmonnait. Depuis qu'elle avait été chassée du palais Shu, Lily mangeait et dormait aux côtés de Rerin dans le garde-manger abandonné. Rerin était ravie de la voir auprès d'elle. En revanche, Lily demeurait légèrement terrifiée par l'enthousiasme débordant de celle qu'elle était censée servir. Lorsque Rerin commença à préparer le petit déjeuner, Lily se plaignit d'en avoir assez de manger des pommes de terre tous les jours. Elle la regarda ensuite avec horreur, récolter tranquillement du miel dans une ruche remplie d'abeilles. Depuis son arrivée dans cette propriété en ruine, Keigetsu était d'une humeur incroyablement bonne. Pendant plusieurs jours, Lily avait tout essayé pour changer cela. Elle avait tenté de saboter les cultures de Rerin, d'abîmer son travail de couture et de rendre son quotidien aussi pénible que possible. Pourtant, chacun de ces actes de malveillance finissait, d'une manière ou d'une autre, par aider Rerin à accomplir encore davantage de travail. Rien ne parvenait à la mettre en colère. Rien ne la faisait pleurer. Or, Lily devait absolument réussir si elle voulait que Gayu l'aide à s'échapper du palais Shu. Pendant ce temps, Rerin interprétait complètement de travers tout ce qui se passait. Rerin était persuadée que Lily trouvait simplement de nouvelles façons créatives de l'aider. Si possible, elle espérait même que sa dame de compagnie lui apporterait bientôt quelque chose d'utile, comme un couteau de cuisine ou un peu de teinture. Pendant que Rerin continuait à préparer le repas, Lily se demanda silencieusement s'il était réellement possible qu'une personne change à ce point. La Keigetsu dont elle se souvenait ne se serait jamais levée avant sa propre servante pour nettoyer le jardin.
Elle n'aurait certainement pas travaillé sans relâche, aider Lily dans les tâches ménagères ou ramasser des insectes à main nue. L'ancienne Keigetsu détestait les insectes. Celle-ci les considérait presque comme des membres de sa famille. Lorsque le petit déjeuner fut prêt, Ririn essaya de donner à Lily la plus grosse moitié de leurs pommes de terre. Refusant ce geste, Lily s'empara de la plus petite portion. Elles mangèrent ensemble dans le silence, appréciant ce repas étonnamment délicieux. Puis une pensée traversa soudain l'esprit de Lily, et elle en fut profondément contrariée. Cette nouvelle Keigetsu était mignonne. Ririn remarqua son expression troublée et comprit enfin que Lily devait avoir ses propres raisons d'agir d'une manière aussi étrange. Peut-être espérait-elle lui faire tellement peur qu'elle finirait par cracher du sang, voire par pleurer des larmes de sang. Mais au lieu de la punir, Ririn lui demanda simplement d'arrêter. Selon elle, Lieli était une dame de compagnie honnête et admirable. Ririn était convaincue qu'elle serait bien plus heureuse si elle pouvait reprendre ses fonctions habituelles et servir de tout son cœur. Lily ne comprenait pas comment Keigetsu pouvait dire une telle chose après avoir passé une année entière à la tourmenter. C'était précisément à cause de Keigetsu qu'elle n'était plus capable d'exercer les fonctions ordinaires d'une dame de compagnie. Si Lily se consacrait de nouveau entièrement à son service, Keigetsu pouvait-elle lui garantir sa position, son salaire et sa protection? Le visage de Ririn s'assombrit. Elle voulait sincèrement l'aider, mais dans sa situation actuelle, elle était incapable de lui promettre quoi que ce soit. En voyant cette tristesse, Lily se sentit encore plus mal. C'était pourtant cette même femme qui l'avait humiliée pendant toute une année. Alors pourquoi le fait de la voir triste lui faisait-il soudain autant de peine? Incapable de comprendre ses propres sentiments, Lily prit la fuite. Elle finit par croiser Gayu, qui, lui, était bien moins compatissant. Des rumeurs s'étaient déjà répandues, selon lesquelles Keigetsu passait désormais ses journées à rire et à profiter joyeusement de son exil. Gayu exigea de savoir si Lily lui avait menti lorsqu'elle prétendait faire souffrir Keigetsu. Lily jura devant le grand ancêtre qu'elle avait accompli tout ce qu'on lui avait demandé. Elle insista sur le fait qu'elle n'éprouvait aucune loyauté envers Keigetsu et qu'elle ne s'était pas laissée attendrir par sa gentillesse. Gayu décida de fermer les yeux sur son échec pour cette dernière fois. Puis elle tendit une dague à Lily. Cette fois, Gayu voulait une preuve suffisamment convaincante pour pouvoir la présenter à Dame Kenseka. Peu lui importait ce que Lily couperait, même s'il s'agissait du cœur de Keigetsu. Lily protesta aussitôt. Le harcèlement et la tentative de meurtre étaient deux crimes totalement différents. Si elle blessait une jeune noble, elle risquait d'être exécutée. Mais Gayu n'en avait cure. À partir du moment où Lily avait accepté l'épingle à cheveux en argent cachée dans le sac de riz, sa vie était désormais entre les mains de Gayu. Si elle refusait d'accomplir sa mission, Gayu l'accuserait d'avoir volé le clankin et la traduirait devant Shinu. Gayu était une dame de cour vêtue de soie ivoire. Lily, quant à elle, portait la soie écarlate des servantes de rang inférieur, avait du sang étranger et était déjà méprisée parce qu'elle était la fille d'une danseuse. Personne ne croirait sa version des faits. Lorsque Lily tenta d'agripper Gayu, celle-ci la repoussa d'un coup de pied qui l'envoya tomber dans une flaque d'eau. D'une voix glaciale, Gayu déclara que Lily ne recevrait plus la moindre nourriture tant que cette mission ne serait pas accomplie. Pendant ce temps, ailleurs, le prince héritier Yomei commençait à être agacé par l'expression totalement vide qui se lisait sur le visage de Shinu. Shinu présenta ses excuses. On lui avait ordonné d'accompagner chaque jour le prince héritier lors de ses visites auprès de Dame Reiran. Apparemment, son ennui commençait à devenir évident. Yomei fit remarquer que Shinu affichait déjà ce même regard vide lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Des années auparavant, Shinu avait été présenté au jeune prince héritier comme son demi-frère cadet. Bien qu'ils partagent le même père, les deux garçons ne se ressemblaient absolument pas. Shinu avait hérité des yeux bleus de sa mère, mais il réagissait à ce détail comme s'il ne le concernait en rien. Lorsque Yomei lui demanda comment était la vie sur le champ de bataille, Shinu répondit avec détachement que ce n'était qu'un endroit insignifiant où les êtres humains se contentaient de s'entretuer. Cette réponse d'une franchise désarmante amusa étrangement le prince héritier. Il semblerait que le regard vide de Shinu l'ait intrigué dès leur toute première rencontre.
De retour au présent, Shenu s'interrogea sur l'attachement de Gumei envers Reirin. Il n'avait jamais imaginé que le prince héritier puisse s'intéresser à une femme simplement parce qu'elle était douce et belle. Gumei lui conseilla de ne pas la sous-estimer. Reirin appartenait au clan Ko et possédait une force intérieure bien plus grande que ne le laissait paraître son apparence délicate. Lorsqu'elle lui avait été présentée pour la première fois, toutes les autres jeunes femmes avaient été déstabilisées par la puissante aura de dragon qu'il dégageait. Reirin avait été la seule à ne pas rougir. C'était précisément cette force de caractère qui l'avait attirée vers elle. Malgré cela, Gumei craignait que l'agression dont elle avait été victime ne l'ait changée. Depuis le festival du double sept, Reirin se comportait d'une manière étrange. Shenu fit remarquer qu'il avait observé le même phénomène chez Keigetsu. Depuis qu'elle avait survécu au jugement du lion, la prétendue méchante était devenue étonnamment gentille et accessible. Gumei reconnut qu'il ne souhaitait pas voir Keigetsu subir une punition excessive. Cependant, elle avait bâti sa réputation au fil de longues années de cruauté. Avant que Shenu ne devienne capitaine des yeux de l'aigle, Keigetsu avait faussement accusé un eunuque d'avoir tenté de l'agresser et avait failli le faire exécuter. C'était la raison pour laquelle personne ne pouvait croire facilement qu'elle était soudain devenue une personne différente. Avant qu'ils ne puissent qu'on a poursuivre leur discussion, Bunko entra précipitamment avec un rapport urgent. Un membre des yeux de l'aigle, posté près de la cour des demoiselles, avait aperçu une servante vêtue d'une robe écarlate délavée, se dirigeant vers le domaine Shu avec une dague. Sa démarche était hésitante, et son comportement paraissait extrêmement instable. Les gardes n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans la cour des demoiselles, mais ils savaient parfaitement où elle se rendait. Elle se dirigeait droit vers la cabane de Keigetsu. Pendant ce temps, dans le garde-manger abandonné, Reirin observait une colonne de fourmis travailler en parfaite coopération. Comparée à elle, elle se sentait totalement inutile. Lily avait exprimé ouvertement tout ce qu'elle ressentait. Pourtant, Reirin n'avait rien pu faire pour l'aider en retour. Ses précieuses épingles à cheveux et ses peignes étaient restées au palais du clan Ko, si bien qu'elle n'avait rien de convenable à offrir à sa dame de compagnie. Lorsqu'elle rentra à l'intérieur, elle découvrit Lily en train de lacérer violemment l'un de ses vêtements. Lily reprochait à Keigetsu d'avoir détruit sa vie. Reirin tenta de l'apaiser, mais Lily leva sa dague et la pointa directement sur elle. Elle en avait assez d'être humiliée. Peu importèrent ses efforts ou tout ce qu'elle accomplissait, tout le monde finissait toujours par la réduire à la même insulte. La fille de la danseuse. Incapable d'en supporter davantage, Lily se jeta soudain sur Reirin, dans un accès de fureur incontrôlable. La dague trancha une mèche de cheveux de Reirin. Lily leva de nouveau son arme. Mais avant qu'elle ne puisse porter un second coup, Shunu surgit et l'arrêta. Guillaume avait compris que sa haine affichée publiquement envers Keigetsu risquait d'encourager d'autres personnes à s'en prendre à elle. C'est pourquoi il avait envoyé Shinu pour intervenir. Toute effusion de sang était strictement interdite dans la cour intérieure. Quiconque enfreignait cette règle s'exposait à une lourde sanction. Shinu exigea immédiatement des explications. Lily ne put que rester immobile, les larmes aux yeux. C'est alors que Reirin déclara calmement qu'elle avait demandé à Lily de lui couper les pointes abîmées de ses cheveux. Même Shinu en resta surpris. Il rappela à Reirin qu'elle portait déjà la réputation de méchante. Si elle se mettait soudain à agir d'une manière totalement contraire à son caractère, en cherchant par exemple à protéger quelqu'un, elle ne ferait que paraître encore plus suspecte. Reirin insista sur le fait qu'elle ne protégeait personne. Elle ne faisait que raconter ce qui s'était réellement passé. Peu importaient les émotions qui avaient tourmenté Lily, la seule chose que la lame avait véritablement coupée était l'extrémité abîmée de ses cheveux. Enquêter sur un crime imaginaire ne ferait que faire perdre du temps à tout le monde. En entendant ces paroles, Lee ne put plus retenir la question qui lui brûlait les lèvres. Qui était donc réellement cette jeune femme? Reirin demanda poliment à Shinu et à Banko de quitter les lieux afin qu'elle puisse aider Lily à se changer. Pendant qu'ils s'éloignaient, Shinu était de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas chez Keigetsu. Comme le rapport destiné à Guillaume devrait être rédigé avec beaucoup de précaution, il décida que ce serait Bunko qui aurait la lourde tâche de l'écrire. À l'intérieur de la cabane,
Reirin demanda à Lily d'enlever ses vêtements trempés et de se retourner. Lily se mit à trembler. Elle était persuadée qu'elle allait être fouettée. À la place, Reirin déposa doucement sur ses épaules un vêtement neuf, parfaitement ajusté. Il était d'un rouge écarlate éclatant, une couleur exclusivement réservée aux dames de cour de haut rang. Les mains de Lily se mirent à trembler. Une personne de son rang n'avait absolument pas le droit de porter une couleur aussi prestigieuse. Mais Reirin ne prêtait aucune importance au rang officiel. À ses yeux, Lily était une précieuse dame de compagnie personnelle. Elle était simplement heureuse d'avoir enfin trouvé quelque chose qu'elle pouvait lui offrir. Lily n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Reirin lui révéla ensuite ce qu'elle appelait les 3 secrets pour rester en bonne santé. Se laver les mains, rester propre, et sourire chaque fois que cela était possible. Si Lily souhaitait continuer à être sa dame de compagnie personnelle, elle devrait mettre ces 3 principes en pratique. Lily avait certes pointé une dague contre elle, mais en réalité, la seule chose qu'elle avait coupée était une petite mèche de cheveux. Aux yeux de Reirin, il n'y avait donc plus rien à reprocher. Elle demanda ensuite à Lily de se tenir bien droite et de garder la tête haute. Si elle négligeait sa santé et continuait à marcher le regard baissé, sa mère ne manquerait certainement pas de la gronder. Reirin était persuadée que la mère de Lily avait dû être une femme étrangère extraordinaire. Elle avait survécu dans un pays inconnu en ne comptant que sur son propre corps et sa propre force. Ces paroles touchèrent profondément Lily. Elle se souvint que sa mère lui répétait souvent qu'une femme devait toujours garder le dos droit et la tête haute. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps finirent donc par couler. Elle présenta ses excuses pour toutes les paroles cruelles qu'elle avait prononcées, pour tous ses actes de harcèlement, pour le vêtement qu'elle avait abîmé, ainsi que pour la mèche de cheveux qu'elle avait coupée. Puis, elle s'effondra dans les bras de Reirin en sanglotant. Reirin la serra doucement contre elle. Elle comprenait désormais que Lily avait été acculée et regrettait de ne pas avoir remarqué plus tôt la souffrance qu'elle endurait. Jusqu'à cet instant, Lily était résolue à fuir Keigetsu à n'importe quel prix. À présent, elle ne désirait plus qu'une seule chose, rester aux côtés de Reirin. Lily prit alors une décision. Elle rendrait l'épingle à cheveux de Gaïu et refuserait désormais de trahir Reirin, même si le clan Qin l'accusait de vol et la faisait exécuter. Mais Reirin n'en avait pas encore terminé. Quelqu'un avait volé le sourire de Lily et lui avait fait croire que sa vie était déjà finie. Reirin voulait connaître le nom de cette personne. Qui était donc l'imbécile qui avait osé menacer sa précieuse dame de compagnie? Au même moment, Keigetsu souffrait d'une forte fièvre brûlante. Elle était incapable de supporter la maladie permanente qui affligeait le corps de Reirin et se demandait si elle allait mourir ainsi.